Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Welcome everyone à cette activité de Irish Heritage Québec, Héritage Irlandais Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai 2025. Très heureux de vous voir en si grand nombre. On a ce soir un conférencier qui vient nous parler d'un sujet très intéressant. So Pierre O'Neill is here tonight to share the story of the O'Neill family, his branch of the O'Neill family in Quebec City. Il nous parlera également de la célèbre Maison O'Neill, qui est un lieu patrimonial bien connu ici dans la ville de Québec. Pierre est un géographe de formation, comme d'autres personnes dans la salle. Pierre également a travaillé comme gestionnaire et administrateur financier au gouvernement du Québec pendant plusieurs années, maintenant à la retraite. Et on a pensé que le recevoir ce soir pourrait vous intéresser sur un sujet dont j'ai bien hâte d'apprendre beaucoup plus de choses. So please welcome Pierre O'Neill and his topic tonight on la Maison O'Neill and the O'Neill family. Bienvenue Pierre. Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, bienvenue à tous. Merci de la présentation. Merci de m'avoir invité à votre association. Je vais donner ma conférence en français parce que, disons que mon anglais est so-so. Parce que, comme on dit, c'est la langue maternelle. Et puis moi, ma mère était francophone et ma grand-mère était francophone. L'histoire que je vais vous conter ce soir des familles O'Neill et O'Neill, Jack O'Neill qui est mon grand-père et Germaine Roy qui est ma grand-mère. Cette histoire-là est venue à ma connaissance il y a environ 5 ans. Parce que j'ai une tante dont je m'occupe actuellement. Je suis son mandataire. Et puis, quand je l'ai placé dans une résidence, j'ai découvert tous les documents d'archives de la famille, des 2 familles. Alors, ça fait seulement 5 ans que je connais les chemins de ma famille, de mes 2 familles. Alors, je vais vous présenter ça ce soir, ces chemins-là. Vous allez voir, il y a des recoupements, c'est assez particulier. Alors, j'ai mis les armoiries ici de la famille O'Neill. Sur ces armoiries-là, il y a une main ici, là, au milieu, qui est tenue par 2 lions. Et ça, c'est la légende de création de la royauté des O'Neill en Irlande. Parce que le premier roi d'Irlande était un O'Neill, le O'Neill. Alors, il y a 2 familles qui voulaient prendre possession de l'Irlande et ils étaient sur l'île d'Angleterre et ils voulaient aller prendre possession de l'île d'Irlande. Alors, ils ont fait une course en bateau à partir de l'Angleterre jusque vers l'Irlande. Puis le but de la course, c'était le premier chef d'une des 2 familles qui touchait à la terre en prenait possession. Alors, là, la course avançait. Le bateau des O'Neill était un peu en arrière de celui de l'autre famille. Je ne nommerai pas, d'habitude je nomme un nom d'une autre famille, mais là, je ne nommerai pas. Alors, le chef des O'Neill, quand il a vu ça, que l'autre était en avant, puis il était pour toucher le premier, alors il a pris son épée, il s'est coupé la main, et il a tiré la main sur la terre. Alors, c'est comme ça que le premier roi O'Neill a été nommé. Pardon? C'est environ l'an 1000, vers l'an 1000. Là, j'ai mon pointeur qui ne veut pas s'allumer, là. OK. Fait que... OK. C'est une légende. Mais ça représente quand même bien le caractère des O'Neill.
Des fois, je fais une blague à mes petits-enfants, là. Alors, puis du côté des rois, ici, c'est les armoiries de l'Association des familles rois d'Amérique que j'ai utilisées pour montrer qui sont venus par bateau, naturellement. Ils ont traversé l'océan. Et puis, les deux mains ici, c'est l'association entre le Québec et la France, pour montrer qu'il y a des contacts entre les rois de France et les rois ici. Alors, les deux familles, les O'Neill sont arrivés ici, à Valcartier. Valcartier, Saint-Gabriel de Valcartier. Et puis, les rois sont arrivés à Saint-Anselme, de la même génération, là, ceux de la même génération, ils sont à deux opposés de la ville de Québec. De l'histoire des rois, je vais vous en dire un petit peu plus parce qu'on a ici, eux autres sont arrivés bien avant les O'Neill, là. Les O'Neill sont arrivés au début de 1800, puis les rois sont arrivés ici, à la Durantais, vers les années 1660. Et puis l'ancêtre, qui était de la même génération que le O'Neill, lui s'est installé entre Saint-Anselme et Saint-Gervais parce qu'il a marié une femme de Saint-Gervais. Puis ils ont ouvert des terres ici. La même chose, les O'Neill ont ouvert des terres. Alors, pour les Irlandais, il y a d'autres endroits, là, comme Tewkesbury, Shannon, qui a vu des Irlandais arriver par après. Dans la même période de l'ouverture de Valcartier, il y a eu Saint-Achillée ici, qui s'est ouvert en 1820. Ça a duré à peu près 20 ans, la colonie de Saint-Achillée, alors que Valcartier a encore des Irlandais aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai représenté ici? C'est les routes qui menaient vers Québec, qui étaient les chemins utilisés par les ancêtres. À ce moment-là, il n'y avait pas de pont ici, là. Alors, c'était les traversiers qui permettaient de franchir le fleuve. Ici, c'est les Saules. Alors, c'est ici qu'ils vont se rencontrer, les deux familles. C'est ça qu'on va voir là, dans la description. Puis, il y a un petit point ici à Cap-Rouge, parce qu'il y a des ancêtres des rois qui ont vécu à Cap-Rouge. Alors, pour les O'Neill, John O'Neill qui est arrivé, le premier, mon ancêtre, avec Julia Duffy, sont arrivés vers 1819, excusez. Et puis, c'était des fermiers. Et ils sont arrivés avec leurs deux filles d'Irlande, du comté de Kildare. Ouais. Et puis, O'Neill, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, il y a des O'Neill avec 2 L et des O'Neill avec 1 L. L'explication de ça, c'est que vous savez qu'en Irlande, les Irlandais étaient opprimés par les Anglais depuis 1650. Il y avait des Anglais qui possédaient les terres, qui avaient enlevé la religion catholique, qui avaient enlevé le gaélique comme langue. C'était l'anglais qui devait être utilisé. Et c'était la religion anglicane qui était favorisée. Ensuite, j'ai pas mal tout dit, là. Alors, pourquoi il y a un L qui s'est enlevé au O'Neill? Parce qu'on a vu tantôt qu'avec l'écusson, l'armoirie, c'était les O'Neill avec 2 L. C'est que ceux qui voulaient avoir du travail, c'était les Anglais qui donnaient le travail. Ceux qui voulaient avoir du travail, il fallait qu'ils anglicisent leur nom, qu'ils changent leur nom pour pouvoir avoir du travail. Alors, à ce moment-là,
les O'Neill, eux autres, ils ont décidé, ben, certains O'Neill, là, ont décidé d'enlever un L à leur nom. Ça disait qu'ils étaient en faveur de l'anglicisation de leur famille, qui deviennent des Anglais. Puis John O'Neill, quand il est arrivé ici, il y avait un L. Et puis, quand il a eu son premier fils ici, il était libéré des Anglais. Il a donné le nom de famille O'Neill avec 2 L. Ouais. Fait que. Puis les rois, eux autres, ben, comme j'ai dit tantôt, vers 1660, il y a Nicolas Leroy et Jeanne Lelièvre qui sont arrivés en Nouvelle-France, eux aussi avec leurs 2 enfants. Alors, il y a un lien à faire, c'est sûr, à 200 ans d'écart, là, mais quand même. Alors, vous avez la ligne du temps ici, avec les dates principales. Puis en haut, c'est les O'Neill, et en bas, c'est les rois. Alors, les O'Neill se sont installés à Saint-Gabriel-de-Valcartier sur le lot 22. Alors, ce lot-là, il était donné à ceux qui voulaient ouvrir la colonie. Alors, dans le texte ici, ça dit qu'on donne une terre à condition que la famille, une famille qui a d'un maximum de 4 enfants, peut s'installer sur cette terre-là et la défricher et en faire une terre cultivable. Ensuite, on dit dans ça ici que c'est situé le long de la rivière Jacques-Cartier, qui est, je peux retourner en arrière, là. Ici, la rivière Jacques-Cartier qui passe ici. Alors, la rivière permettait de communiquer avec le fleuve, ici. Puis l'autre point de communication, c'était la route qui allait jusqu'à Loretteville. Puis, on dit aussi qu'il y a une scierie qui va être aménagée pour le bois d'œuvre, pour construire les maisons, et les habitations et les fermes, et aussi pour fournir du bois pour la ville de Québec. Du côté des rois, ici, Joseph Roy et Archange Roy, qui n'étaient pas apparentés, se sont installés et ils ont eu 6 enfants. Bon, c'est ça. Ils se sont installés aussi sur une terre qui n'était pas encore ouverte. À Saint-Anselme, ici, ça commençait l'ouverture des terres. Les rois, ils sont partis de la Durantais, puis ça a pris quasiment 200 ans avant qu'ils se rendent à Saint-Anselme. Fait que les terres de Saint-Anselme, ils ont ouvert une terre. Ceux qui sont soulignés, Thomas O'Neill, qui était mon ancêtre, le 3e enfant de John et Julia. OK? Puis du côté des rois, il y a Anselme, qui est aussi mon ancêtre du côté de ma grand-mère, qui était le 2e enfant. Le 2e, et j'ai de la misère à lire. OK. Puis, John, ils ont élevé en tout 9 enfants sur leur terre. Et puis, eux autres, 6 enfants. Mais ce qui est arrivé, c'est que Archange est décédé assez jeune, à 34 ans. Et Anselme, lui, avait seulement 12 ans à ce moment-là. On va continuer dans le temps. Alors, maintenant, c'est les bâtisseurs, Thomas et Anselme, qui sont nés dans cette période-là. Alors, du côté des O'Neill, c'est John qui est décédé jeune. Il est décédé à 51 ans. Il a laissé une veuve avec 9 enfants. Et
Thomas a hérité à ce moment-là, qui est l'ancêtre. Lui a hérité à condition de garder sa mère dans la maison. Et il a hérité de... À ce moment-là, il avait même... il avait acheté d'autres terres. John avait acheté d'autres terres autour, d'autres lots. Alors, ça s'est divisé entre Thomas et son frère. Mais lui, il avait la terre principale. Bon, Thomas, lui, a marié Bridget Martin, qui ont eu 12 enfants ensemble. Lui, il est devenu commerçant en bois. Alors, il vendait le bois à la ville de Québec, parce qu'à cette époque-là, vers 1860, il y a eu l'âge d'or de la ville de Québec. Je vais vous en parler. Là, ici, il y a des événements qui se produisent sur la ligne de temps que les deux communautés sont affectées. Alors, en Irlande, il y a la famine qui arrive en 1847. Alors, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont arrivés. Et il y en a qui se sont installés dans le coin de Saint-Anselme aussi. Alors, les deux familles, les deux communautés, qu'on pourrait dire, irlandaises et françaises, ont reçu des Irlandais un peu partout autour de Québec. Puis ici, Joseph s'est remarié, puis il a eu 5 autres enfants. Excusez-moi. Avec Marie Genet. À ce moment-là, Anselme, mon ancêtre, qui avait 14 ans. Alors, il s'est mis à vivre avec une belle-mère et 5 nouveaux enfants sur la terre à Saint-Anselme. Ensuite, ici, un événement important. En 1854, il y a eu la fin des seigneuries. L'abolition des seigneuries par les Anglais. Les Anglais avaient pris possession de notre territoire ici. Et puis, ils ont décidé d'abolir les seigneuries. Ça l'a permis à Thomas. Thomas, il est devenu commerçant et il a prospéré. C'est pour ça qu'on dit les bâtisseurs. Lui, il a prospéré d'une façon importante. Il a fait beaucoup d'argent avec son bois. Et puis, ça a donné qu'il a acheté 8 fermes et 3 terres dans la seigneurie de Sellerie. Alors, la seigneurie de Sellerie, là, vous voyez ici, là, c'est la courbe de la rivière à la maison O'Neill. La maison O'Neill est à peu près ici. Et puis, lui, il a acheté toutes les terres à partir du boulevard Masson jusqu'au cimetière Saint-Charles. Parce que là, vu qu'il n'y avait plus de seigneurie, les anciens seigneurs devaient se départir de leurs terres. Et c'était au meilleur acheteur. Et là, lui, il avait profité de l'âge d'or de Québec, OK, qui a eu plusieurs choses qui se sont passées à Québec, là. La construction navale, surtout, qui s'est développée beaucoup. Alors que des navires en bois, naturellement, qui étaient retournés en Angleterre. Ensuite, la garnison, il avait installé une garnison qui aujourd'hui c'est la Citadelle. Là. Il avait installé une garnison de soldats qui était nouveau aussi. Alors ça faisait beaucoup de gens qui venaient dans la ville de Québec. Il y a le Parlement du Haut et du Bas-Canada qui s'est installé il y a un bout de temps à Québec aussi. Il y avait un Parlement à Québec, un Parlement à Kingston. Alors, quand il y avait le Parlement à Québec, ben, ça amenait beaucoup de gens aussi. Il y avait même des ambassades qui avaient commencé à s'installer. Ensuite, le chemin de fer qui a commencé aussi, qui arrivait du côté sud. Le chemin de fer qui est arrivé. Et
l'université qui a été fondée et un centre religieux principal, l'archevêché de Québec, et les tanneries. Alors ça, c'était dans cette période-là, de 1860, qu'il y a eu l'âge d'or. Et puis, aussi, Anselme Roy, lui, il a rencontré une femme de Petite-Rivière-Nord, c'est-à-dire que c'est au Faubourg-Les-Saules. Il est devenu commerçant, lui aussi. Alors, Caroline Robitaille, son père avait un commerce général, marchand général, et puis il s'est associé avec son beau-père. Du côté des rois, leur deuxième enfant, c'était Herménégilde d'Octave Roy, qui est l'ancêtre. En même temps que Thomas a acheté ses terres, Herménégilde est né. Et ici, Thomas et Bridget, ils ont construit la maison O'Neill qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est les lieux. Alors, la maison des rois était située ici, dans le faubourg Les Saules, et la maison des O'Neill sur la courbe de la rivière ici, là, ils se sont installés une ferme. Alors, la maison O'Neill est là, et ici, c'est la maison des rois qui a été démolie aujourd'hui. Et du côté de Cap-Rouge, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des ancêtres des rois. Vous allez voir dans l'histoire qu'il y a des rois qui se sont installés ici. Ben, c'est pas directement des rois, c'est une femme qui a marié un roi. Puis là, le pont, ici, le pont de Québec, a été installé, lui, seulement en 1917. Ça veut dire qu'avant ça, Puis, du côté des deux familles, la paroisse auquel il était rattaché, c'était l'ancienne Lorette. Alors, il devait aller à l'ancienne Lorette pour toutes les célébrations, se rendre là et avoir les services religieux. La suite. Alors, on a un succès avec William et Herménégilde d'Octave. Alors, ici, on a Thomas et Bridget qui continuent, qui développent les terres de la maison O'Neill. Et leur 10e enfant, qui est mon ancêtre, mon arrière-arrière-grand-père, William, est né en 1874. OK. Fait qu'eux autres, ils continuent à habiter au faubourg Les Saules. Maintenant, la famille O'Neill s'est installée sur les terres autour de la maison O'Neill. Et William a été élevé avec ses plusieurs frères et sœurs là, sur ces terres-là. Alors, Herménégilde d'Octave, lui, à 21 ans, il est devenu lieutenant dans l'armée canadienne pour le bataillon de l'ancienne Lorette. Il était étudiant à l'université en Ontario. Parce que Herménégilde d'Octave, il a été remarqué par le curé de l'ancienne Lorette comme étant un étudiant modèle. Et puis, quand il y avait des étudiants modèles, les curés essayaient de les envoyer au séminaire pour en faire des prêtres. Et puis, lui, il a eu une formation au séminaire, justement, au petit séminaire.
Puis c'est comme ça qu'il a développé ses habiletés intellectuelles. Puis après ça, une fois qu'il a eu fini son cours classique, il s'est rendu à l'université pour le notariat. Puis, je vous parlais de Cap-Rouge tout à l'heure. Alors, à Cap-Rouge, il y a la maison Provencher, qui est aussi un lieu historique, un patrimoine de la ville de Québec. Alors, l'abbé Léon Provencher, qui est un savant naturaliste, très connu, à ce moment-là, il a 54 ans, et sa nièce, Marie Cormier, qui a 4 ans et qui habite à Chicago, perd sa mère à Chicago. Puis là, la famille venait de la région de Québec. Puis là, ils ont demandé à la famille qui voulait prendre la petite Marie. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'offrait. Fait que l'abbé Provencher, lui, c'était un personnage assez particulier. Et lui, il se foutait des ragots puis de ce que les gens diraient là, dans la ville de Québec. C'était un personnage très connu. Puis là, il a dit, ben moi, je vais l'élever, la petite, dans ma maison, à Cap-Rouge. Lui, il était curé de Cap-Rouge et scientifique. Alors, Marie, elle a été élevée par son oncle, qui était un prêtre. C'était assez particulier pour l'époque, en 1874. Alors, pour un exemple des activités que Léon Provencher faisait, il faisait des pèlerinages, il organisait des pèlerinages à Jérusalem. Lui, il payait une partie de ses activités scientifiques avec les revenus qu'il faisait des pèlerinages. Il était comme un agent de voyage. Alors, il amenait des gens avec lui pour se rendre à Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem, ça commençait à s'ouvrir à l'Occident. Parce que ça a commencé vers 1880 que l'Empire ottoman a accepté qu'il y ait des Occidentaux qui aillent à Jérusalem. Fait que lui, son premier pèlerinage, ça c'est son deuxième, il l'a fait en 1881. Dès qu'il a entendu parler que Jérusalem était ouverte, il a dit, moi j'organise un pèlerinage. Puis il en a organisé 4 en tout. Et puis, ici, j'ai fait un relevé de son premier voyage, son journal de bord de son premier voyage. On en a fait un petit feuillet, là, un petit livre. Fait que vous allez peut-être avoir l'occasion de le regarder tout à l'heure ou c'est les organisateurs qui s'occupent de ça. moi, j'amène le livre. Alors, ici, on a pas mal terminé cette ligne de temps-là. On est toujours à la maison O'Neill, la Petite-Rivière-Sud. Et les Rois sur la Petite-Rivière-Nord et la maison Provencher à Cap-Rouge. Les succès de William et Octave, ça continue. Parce que William, lui, ici, quand son père est décédé, il avait 20 ans, et c'est lui qui était le plus intéressé par la terre. Alors, lui, il était 10 enfants, il était plus que 10, il était 12, je crois, puis lui, c'était le 10e, mais lui, c'est lui qui était le plus intéressé par s'occuper de la terre, qui avait les capacités physiques, puis qui développait la terre. Puis en même temps, il a appris à élever les chevaux. Parce qu'à cette époque-là, en 1894, les gens se déplaçaient à cheval. Hein.
Il se déplaçait, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Puis là, un peu plus tard, ben, c'est sa mère qui décède. Sa mère avait hérité de toutes les terres, les 8 fermes et les 3 terres que possédait Thomas. Et puis, William a hérité, lui, de 2 terres. Vu que c'est lui qui s'intéressait à cultiver des terres, à élever des chevaux, alors sa mère lui a donné 2 terres. Les autres terres ont été divisées entre les différents enfants. Mais il n'y a personne qui cultivait là-dedans. Du côté des rois, Anselme est décédé, lui, à 62 ans d'un accident de travail. Caroline est restée veuve et H. Octave, lui, il avait 29 ans à ce moment-là. Ici, avec l'abbé Provencher et Marie, eux autres, ils ont fait un voyage à Chicago. Parce que Marie n'avait jamais revu son père, ni sa famille qui était à Chicago. Alors, l'abbé Provencher, il a dit, je vais t'amener, moi, à Chicago. Alors, ils ont pris le train, puis ils se sont rendus à Chicago. Marie, elle a trouvé ça bien plate, le train. Elle avait 20 ans, 19 ans, puis elle a dit, c'est long, hein, le train jusqu'à Chicago, là. Puis elle écrit ça un peu dans un livre qu'elle lisait, là, en allant en train. Alors, ils sont partis de Cap-Rouge à Chicago, puis ils sont revenus. Alors, l'abbé Provencher, lui, est décédé à 72 ans. Puis Marie avait 21 ans. Donc, elle est restée 17 ans avec l'abbé Provencher. Mais Marie, elle a été élevée chez les Ursulines. Elle a eu une éducation supérieure à d'autres enfants parce que l'abbé Provencher il avait décidé qu'elle avait le top de l'éducation à Québec. Et puis, elle a même aidé l'abbé Provencher dans ses travaux de savant naturaliste. Elle faisait des dessins, elle faisait des textes, elle faisait des... Alors, elle a été, pendant son adolescence, elle a aidé son tuteur, dans le fond, l'abbé Provencher. Dès que l'abbé Provencher est décédé, alors il n'était plus là pour bloquer le chemin, Octave, il fréquentait Marie, alors ils ont décidé de se marier. Alors ils sont ici, là, les deux. Alors Octave puis Marie. Alors, c'est une photo qui a été prise par Livernois, qui était un photographe réputé à Québec et qui avait sa maison près, dans le Faubourg Les Saules, près de la Maison des Rois. Puis, Herménégilde Octave, lui, quand il a ouvert son bureau était dans le Vieux-Québec. Et puis, c'était tout près du studio de photo de Livernois qui était sur la rue Saint-Jean. Alors, on se retrouve avec Herménégilde Octave, qui est notaire, et puis avec William, qui élève des chevaux et qui fait de l'agriculture, surtout du foin pour les chevaux, là, qui vendait dans la ville de Québec et qui avait une clientèle très réputée. Le gouverneur général, tous les gens réputés de Québec faisaient affaire avec lui pour les chevaux et pour le foin. Alors, mon grand-père qu'on a vu au début, qui était le premier de la famille, il est né en 1867. En même temps que ma grand-mère,
dans deux maisons différentes. Là. On a vu tantôt qu'il y avait la maison des O'Neill, la maison des rois. Ils ne se connaissaient pas encore. Puis ma grand-mère est née le 17 mars. C'est une drôle de date, hein? Elle était prédestinée pour marier un O'Neill. OK. Fait que les succès, ça a continué pendant toutes ces années-là. Tout le monde est installé. Une petite anecdote ici, William. Durant la guerre, ici, la guerre 14-18, au bout de la terre des O'Neill, il y avait la voie ferrée qui passait. Puis lui, il avait des contacts un peu partout, fait que là, il a demandé aux militaires d'arrêter le train, parce que les militaires achetaient des chevaux de l'Ouest. Puis il dit, arrêtez le train chez nous, puis il dit, moi, je vais regarder les chevaux, puis je vais vous dire lesquels qui sont bons, puis lesquels que vous ne devez pas garder, puis tout ça. Mais lui, il se prenait des chevaux à travers de ça. Comprenez-vous? C'est comme ça qu'il faisait sa prospérité, lui. Fait que... Alors, ici, il y a Caroline qui est décédée, la mère de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, qui avait 15 ans ici, en 1912, au moment du naufrage du Titanic, elle était une adolescente, justement, de la bourgeoisie, parce que Marie, elle avait appris à être une bourgeoise, alors elle a montré ça en même temps à ses filles. Et puis, Herménégilde d'Octave était un notaire, alors il était connu dans la ville aussi. C'était la bourgeoisie. Fait que, à ce moment-là, les filles bourgeoises de 15 ans, ils faisaient de la broderie, il n'y avait pas d'écran, là. Ils faisaient de la broderie, ils faisaient de la peinture, puis ma grand-mère était très habile dans la peinture et la broderie. Ben, d'ailleurs, sa mère, Marie, avait fait de la peinture pour aider son père adoptif, pour la description des plantes et des animaux. Et puis, elle recevait aussi, en 1912, la revue Le Noël. C'était une revue française. C'était pas n'importe qui à Québec qui devait recevoir ça. Il y en avait peut-être quelques-uns qui recevaient cette revue-là, qui était une revue hebdomadaire, c'est-à-dire à chaque semaine. Elle recevait sa revue de France. Et puis dans cette revue-là, il y avait les actualités, il y avait les sciences, il y avait de la correspondance que tu pouvais faire avec d'autres gens qui recevaient cette revue-là. C'est un peu les Spirou du temps. Je ne sais pas si vous avez connu Spirou, là. Les revues Spirou. Ben, peut-être pas, là, mais enfin. Ça ressemblait à ça. Alors, c'est une revue hebdomadaire pour la jeunesse. Alors, il y avait une page titre et il y en avait une par semaine. Puis je les ai toutes. Ma grand-mère les avait toutes conservées. Alors, on parlait du Titanic tout à l'heure. Il y avait... Parce que dans plusieurs villes de France et plusieurs endroits dans le monde, il y avait des associations de noëlistes. Ceux qui recevaient le Noël, ils s'appelaient les noëlistes. Alors, excusez-moi, je vais faire le point. Alors, ça s'appelait des comités noëlistes. Alors, chaque ville avait son comité et chaque mois ou 2 mois, ils faisaient une réunion de leur comité. Ils appelaient ça une réunion ouvroir. C'est ça qu'on voit ici, là, qui disent RO ici, là, réunion ouvroir.
Alors, cette journée-là, du 20 avril, 22 avril, c'était quelque chose de particulier parce que c'était à Cherbourg. Cherbourg, c'est une ville du nord-ouest de la France qui donne sur la Manche. C'est un port important. Et puis, le port de Cherbourg était relié avec le port de Southampton, dans le sud de l'Angleterre. Et Southampton, ça a été le départ du Titanic. Alors, eux autres, ils ont eu la nouvelle du naufrage du Titanic qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril. Ils l'ont su quasiment en même temps avant tout le monde, c'est-à-dire, parce que c'est sûr que les communications à l'époque n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui, mais vu qu'eux autres, ils faisaient affaire avec Southampton, alors ils ont entendu parler du Titanic qui était coulé à cette réunion-là. Puis eux autres, ils ramassaient ces associations-là ramassaient des objets et de l'argent. Et puis, ils ont ramassé des objets et de l'argent pour aider les familles des naufragés du Titanic. Alors, ma grand-mère a lu ça. C'était particulier pour Québec, là. Ensuite, ici, on remarque que œillet, ici. Alors, chaque personne qui était noëliste avait un pseudonyme. Dès qu'elle embarquait dans l'association des noëlistes, on lui donnait un pseudonyme. Alors, les gens qui écrivaient, c'était sous leur pseudonyme. La même chose ici, qui est un article qui a été fait par une Québécoise, Brise canadienne, qui était canadienne parce que c'était des Canadiens français à l'époque, c'était pas des Québécois. Alors, Brise canadienne, elle a écrit un article « France et Canada ». Parce qu'il y a eu une rencontre entre les Français et les Canadiens français à Québec pour préparer le premier congrès de la langue française qui a eu lieu en 1912. Alors, ça n'a pas évolué beaucoup aujourd'hui, là, la langue française. Là. Hein, pardon? À Québec. C'est pour ça qu'on a une photo de Québec ici, là, en 1912. Alors, on retourne à ma grand-mère de 15 ans. Ah, ben justement, ici, il y a une erreur, là, c'est 1912, le premier congrès de la langue française. Puis il y a la guerre ici qui est arrivée et l'ouverture du pont de Québec en 1917. Alors, H. Octave est devenu président de la Chambre des notaires du Québec de 58 ans à 61 ans. En 1900, j'ai de la misère à lire, 21. OK. 1921, là, Jack et Germaine se sont intéressés aux mêmes choses. Par hasard. Non, mais ici, Jack est allé faire une formation dans l'industrie automobile à Détroit. Il a eu son diplôme suite à cette formation-là pour s'occuper des automobiles. Pendant ce temps-là, Germaine s'achetait sa propre auto. Alors, c'est peut-être un des liens qu'ils ont eu là, par après. Parce que Germaine, elle se promenait avec son auto. Alors, à ce moment-là, en 1921, là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se promenaient avec leur auto. Elle devait se faire remarquer. Probablement qu'elle travaillait, j'ai pas confirmation de ça, mais je pense qu'elle travaillait dans le bureau de son père. Alors, ici, Elisabeth Hornby,
La femme de William est décédée à 54 ans. William avait 47, oui, 47, et Jack avait 24. À ce moment-là, Jack et mon grand-père, il était commerçant. Il aidait son père William sur la ferme et lui, il faisait plus le commerce des produits agricoles. Ici, c'est les 3 enfants de Herménégilde et Marie. Ouais. De Herménégilde et Marie. Alors ça, c'est Alice, la plus vieille, ma grand-mère Germaine, la deuxième, et Joe, le Benjamin. Alice, elle a marié un pharmacien. Joe, il est devenu médecin. Il a fait beaucoup de voyages là, comme médecin à différents endroits au Canada et aux États-Unis. Puis Germaine, ben, elle a seulement marié mon grand-père. Qui était commerçant. Bon, là, je pense qu'il était tanné de faire des tours d'auto, là. Ils ont décidé de se marier. Fait que, ils sont posés justement devant la maison des Rois, ici, qui était la maison familiale de Germaine, et où habitaient Herménégilde et Marie. Et la maison s'est meublée tranquillement à mesure que mon grand-père et ma grand-mère avaient leurs enfants. Alors, ils ont élevé leurs enfants avec les grands-parents, dans la même maison. Ce qui se faisait beaucoup là, à l'époque. Du côté de William, ben, j'ai pris une photo qui le représente bien. Là. Lui, il s'occupait d'une ferme, hein, fait que, puis il faisait des enfants aussi. Là. Alors, il était à l'époque, il n'y avait pas de tracteur, c'était toute traction animale. Puis de toute façon, lui, il était spécialiste des chevaux. Alors, puis les voyages de foin, ben, c'était tout fait à la main, hein, avec la fourche. Puis, alors, c'était tout un travail. Mais ça a l'air que mon arrière-grand-père, c'est mon père qui m'a conté ça, parce qu'il allait l'aider au champ. Il avait des mains à peu près ça de large. Puis là, il disait quand il s'attelait son jardin, là, il s'attelait 2 rangs en même temps, puis il en avait plein les mains. Fait que ici, OK, on va continuer avec les rois. Ben là, mon grand-père Jack était rendu chez les rois, lui. Il a déménagé dans la maison des rois. Puis son père, lui, il a continué dans la maison où il est. Alors, Herménégilde, à 65 ans, il est nommé professeur à l'Université Laval. Encore à cet âge-là, il réussissait à donner des cours à l'Université Laval. Ensuite, là, il est parti en France comme délégué de la Chambre des notaires du Québec. Et ici, j'ai indiqué la naissance de mon père et la naissance de sa sœur Lisette. Je ne me souviens plus si je l'ai expliqué, en tout cas. Sa sœur Lisette, c'est moi qui s'en occupe aujourd'hui, qui est son mandataire. Et puis, c'est grâce à elle que j'ai découvert toutes les archives de famille. Elle avait gardé ça chez elle. Et quand j'ai fermé maison, parce qu'il y a 5 ans, elle est partie dans une résidence, j'ai découvert toutes les archives de famille qui m'ont permis de monter ce travail-là. Du côté des rois, il y a un autre personnage qui s'est ajouté ici, Maurice Roy. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont connu, comme archevêque de Québec. Alors, Maurice Roy était très ami avec ma grand-mère, avec sa cousine. Fait que c'est un personnage que, vois-tu, il était ordonné prêtre là, en 1927. Et puis, il a suivi la famille
tout au long de son pontificat, ben, c'est pas son pontificat, il est pas pape, là, mais... En tout cas, il a suivi la famille, c'était un ami de la famille. Il venait à la maison, il venait prendre des repas, pour lui, c'était une détente quand il venait à la maison. C'est le cardinal Leroy. C'est le cardinal Leroy. Là, à ce moment-là, c'est quand il a été ordonné prêtre. Ici, Marie Cormier qui est décédée. Alors, Germaine avait 33 ans, Jack 32, et Bernard avait 4 ans, mon père. Mon père a donc connu a vécu avec son grand-père. Alors, une année plus tard que Marie, Herménégilde Octave est décédé. Alors, à ce moment-là, c'est Germaine qui hérite de la maison, roi, qui était roi Cormier, et qui devient la maison roi O'Neill, vu qu'elle habitait avec mon grand-père dans la maison des rois. William s'est remarié non. Oui, c'est ça. Il s'est remarié. On était bon pour se remarier, là. Dans les deux familles. Ouais. Fait que c'est pas mal ça de ce côté-là. Oups, OK. Bon, ici, on est toujours au Saule, là. Alors ici, vous avez la maison O'Neill qui est dans le tournant de la rivière, là. Et qui est, à cette époque-là, vous voyez, là, c'était toutes des champs. Toutes des champs de l'agriculture. Ça, c'est le boulevard Amel maintenant, là. À ce moment-là, c'était la route Québec-Montréal. Et puis les rois, eux autres, étaient ici, dans le faubourg Les Saules. Puis moi, j'ai été élevé mes 8 premières années de ma vie sur la deuxième terre de mon grand-père, qui était ici. Il y avait une maison sur cette terre-là. Puis on a été élevé, pendant les 8 premières années de ma vie, j'ai vécu à côté de mon grand-père. On a la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-45. On a eu, là j'ai marqué les bouleversements de Jack, parce que là, Jack, il n'a pas eu les mêmes succès, disons, que William et Herménégilde Octave. Sa femme est décédée à 46 ans, qu'il laissait veuf avec 8 enfants, et il a hérité de la maison des rois O'Neill. Alors, et c'est ma tante Lisette, dont je m'occupe, qui a remplacé la mère à 15 ans. Elle a abandonné ses études, puis est venue s'occuper de la maison. Et des 7 frères et sœurs. Ça a été tout un travail. Et un peu plus tard, ben, Jack perd son père, William, et il a 50 ans, et il hérite des 2 fermes à ce moment-là. Ça veut dire que mon grand-père hérite d'une maison avec 8 enfants, pas de femme, et il hérite d'une maison avec plus de personnes dedans qui s'occupent de la terre. Il y avait juste un employé de ferme qui était là, qui est resté quelques années, là, peut-être 5-6 ans. Puis après ça, ben, ça a été abandonné, abandonné. La maison O'Neill est devenue une résidence d'été pour les frères et sœurs de mon grand-père. Parce que lui, il ne pouvait plus l'occuper, il y avait 2 maisons, puis là, il y en avait plein les bras, comme on dit. Hein? Là, suite au décès de Germaine, ben, mon grand-père s'est remarié. Je vous l'ai dit, on est bon pour les remariages. Alors, Marcel Bello, qui était une fonctionnaire, et qui était une personne de la bourgeoisie aussi. Alors, un peu plus tard, ben, Marcel
et Jack sont déménagés dans la maison O'Neill, et Lisette et ses 3 sœurs célibataires, Alice, Marie-Paul et Irène, ont pris la maison des Rois. Ici, on a Maurice qui suit tout le temps, parce que lui, c'est un ami de la famille. C'est un ami de ma grand-mère qui est décédée. Mais en 1947, il devient archevêque de Québec. Je ne l'ai pas marqué ici, mais il était archevêque de Trois-Rivières et archevêque de Québec en même temps. Il a été nommé à Trois-Rivières avant et à Québec après. Et il y avait les 2 diocèses. Ensuite, Maurice, en 1965, est devenu cardinal et primat du Canada. Oui. Sais-tu s'il a participé à un conclave? Oui. 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 Il a participé à un conclave. Parce que, d'ailleurs, c'est une anecdote que j'allais conter. Maurice, lui, arrivait, quand il était tanné d'être à l'archevêché, là, avec sa gang pas de cardinaux, mais de prêtres autour de lui, là, il s'en venait à la maison. Il s'en venait à la maison des Rois. Là. Puis là, mes tantes étaient là, Lisette, puis là, il l'accueillait. Il mangeait à la table avec les autres, puis il était content là, de parler d'autre chose que de religion. Il parlait des choses de la vie. Alors, justement, il y a une fois qu'il est venu à la maison des Rois, et il s'en vient, mais il y avait un invité avec lui, qui était un cardinal de Rome, un cardinal italien, qui était avec lui. Puis il dit, viens, on va aller manger de la tarte aux fraises de champ. Fait que, il dit, oh oui, il dit, j'ai jamais mangé ça, des fraises de champ, là, tu sais, à Rome. Là. Fait que correct, on s'en va manger de la tarte aux fraises de champ de Lisette. Fait que là, il arrive avec ce cardinal-là, il était 2 cardinaux, là. Ou lui, peut-être qu'il n'était pas cardinal encore. Oui, je pense qu'il était cardinal. Il était sur le point. C'est lui qui a été élu pape quelques années après, 1 an ou 2 après. C'était qui? Je ne sais pas. Je voyais son nom, mais j'ai pas réussi à faire le lien entre le nom et le nom de pape. Là, tu sais, ouais. Jean 23. Jean Mécali. Je pense que c'était Jean 23, ouais, Qui a été élu en 60 quelque chose, 58-59. peut-être. Dans ce coin-là. Pardon? C'était quoi le nom? Ah non, je ne sais pas par cœur. Je ne sais pas par cœur. Parce que Jean 23, c'était à Jean Mécali. C'est vrai, j'ai oublié, justement, on parle des papes, là, parce qu'on en parle de ce temps-ci. Quand Léon Provencher est allé faire son pèlerinage à Jérusalem, il a arrêté à Rome. Et c'était le pape Léon XIII qui était là. Et il y a eu une audience avec le pape Léon XIII, avec ses amis du Vatican, là, parce qu'il y avait des amis québécois ou canadiens français là-bas. Là. Léon XIV qui prend la suite de Léon XIII là, pour certains aspects de la politique internationale, etc. Alors, ici, là, il y a Jack qui décède en 1966. Et là, il y a une contestation judiciaire de la succession. Ça, par les frères et sœurs de Jack.
Parce que Jack, lui, avait hérité des 2 terres, là, ici, là. Puis il n'avait rien fait avec, hein, naturellement. Il était veuf avec 8 enfants dans une autre maison, là. Alors, il n'avait rien fait avec. Mais par contre, il avait donné la possibilité à ses frères et sœurs d'utiliser la maison O'Neill durant l'été. C'était ça son geste généreux. Mais les autres, le testament de mon grand-père avait été rédigé d'une manière qui n'était pas claire. Alors les autres, ceux qui passaient l'été là, ils ont décidé qu'ils voulaient passer plus de temps. Alors ils ont contesté le testament. Et ça a duré plusieurs années. Et Marcelle Bello, elle est devenue, la deuxième femme de mon grand-père, est devenue propriétaire de la maison Roy O'Neill. Mais Roy O'Neill, oui, justement, qui était située dans le Faubourg ici, elle a été expropriée et vendue et démolie. Vendue et démolie ici, car c'était le prolongement du boulevard Père-le-Lièvre, ici. Ici, tu avais le boulevard Masson, là, et puis le boulevard Père-le-Lièvre. Là, quand ils ont voulu passer ici, ça passait sur le terrain et ça empiétait sur la maison. Alors, la maison elle a été vendue et démolie. Elle a été démolie en quelle année? En 66 environ. 66-67, c'est dans ces années-là. Ici, il y a une petite note, parce que mon grand-père, c'est-à-dire, suite à son cours d'industrie automobile à Détroit, là, lui, il était devenu fonctionnaire. Je ne sais pas si on l'a dit tantôt. En tout cas, il est devenu fonctionnaire pour la voirie. Et il a eu 8 enfants. Alors, il n'avait pas le temps de s'occuper d'auto. Mais quand après, ça c'est la photo de 1948, là. Après 1948, et qu'il est allé habiter avec sa deuxième femme à la maison O'Neill, il a dit, moi je vais faire une piste de course automobile sur la terre ici. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Circuit Sainte-Monique-des-Saules. Le circuit Sainte-Monique-des-Saules, exactement. Qui a duré pas longtemps, puis quelques années, mais c'était des courses d'automobile. Dans mes documents, il faisait aussi des acrobaties avec les automobiles. On voit une photo d'un automobile qui saute par-dessus une autre. Aujourd'hui, ils font plus ça, là, mais à l'époque, c'était risqué. Là, c'était des autos très pesantes. Alors, Mais c'était plus une piste de course de chevaux, comme à Valcartier. Non, c'est ça parce que les chevaux étaient terminés. Là. Après 1948, mon arrière-grand-père était décédé en 1947. C'était vraiment une piste de course automobile. Moi, je pensais qu'il y avait eu des chevaux aussi, mais ça ne se pouvait pas parce que l'élevage de chevaux, les écuries, l'élevage de chevaux, ça s'est terminé à la mort de William. Puis on voit ici qu'en 1948, le rond n'était pas là, l'ovale. L'ovale de course automobile. Pierre, Oui. je ne sais pas si c'est vrai, j'ai su la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une partie de la piste qui passait sur ma rue Sémaphore. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que. C'était la fin du rond ou. Oui. Parce que moi j'ai habité ici, on appelle ça la coopérative, là, qui a été développée jusqu'à la voie ferrée. Là. Puis moi j'habitais ici, près de la voie ferrée. Puis à cette époque-là, on allait en vélo
courir sur la piste de mon grand-père. Il faisait plus de course, mais la piste, ça avait été un champ abandonné, là, puis qui avait été en jachère. Mais la piste était tellement tapée qu'on pouvait encore faire du vélo sur cette piste-là. Puis ça a tout été défait naturellement quand ils ont fait les commerces, là, puis etc. Là. Bon, les dernières tribulations, les 8 enfants de Jack. Alors, les 8 enfants, ben, c'est mon père, ma tante et ses frères et sœurs. Les dernières tribulations, ben, il y a eu les 100 ans de la maison O'Neill vers 1873. Et puis, en 1975, les démarches judiciaires se sont arrêtées. Alors, de 66 à 75, on était en démarche judiciaire pour garder la terre des O'Neill dans notre famille. Alors, les 8 enfants de Jack ont finalement pris possession officiellement de la terre des O'Neill. C'était quoi le litige qu'il y avait là-dedans? C'était le testament de mon grand-père, Le testament. qui n'était pas clair, qui disait pas clairement que c'était les 8 enfants qui étaient héritiers. C'est parce que c'était rédigé en anglais. Il y avait 2 L à O'Neill. Désolé. Moi, ça s'est arrêté l'anglais à mon père. Ben, je comprends quand même beaucoup l'anglais, mais pas pour m'exprimer. Alors, ici, on voit sur la galerie de la maison O'Neill, là, les derniers habitants, là, mon grand-père, mes tantes ici. Attendez un peu, là, j'ai de la misère à voir. Ouais. Mes tantes, sa deuxième femme, et puis des amis, là. Alors, c'est ça que ça donnait durant l'été, là, qui s'installait sur la galerie. Il y avait des beaux jardins. Et puis, ici, de ce côté-là de la maison, il y avait un tennis. De l'autre côté, ici, il y avait un hangar où étaient gardées des automobiles. Alors, mon grand-père avait gardé c'était ce hobby-là, d'avoir des automobiles. Et puis, ben là, nous autres, on a hérité de ça, ben, mon père et ses frères et sœurs. Et ça a été vendu à la Ville de Québec en 1991. Alors, voilà l'histoire de tous ces gens qui ont meublé les 2 familles et dont je suis le digne descendant. J'aimerais remercier 2 personnes qui m'ont aidé à préparer le montage. Mon ami Yvon Pelletier, qui a fait tous les lignes de temps ici, là, avec les inscriptions et les titres. Et ma cousine Doris Bertrand, qui est enseignante au Cégep de Sainte-Foy et qui m'a aidé à monter le PowerPoint. Alors, merci à tous.